Bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être d'être avec vous ce matin pour vous parler en fait de notre passage à nous au système professionnel. Puis, en fait, on ne s'est pas vraiment consulté. Peut-être qu'on a eu des commandes complémentaires, mais je me rends compte que nos présentations vont être très complémentaires pour vous. Parce que, bon, la mienne est peut-être plus d'ordre un peu plus opérationnel, là, dans le sens de tout le passage qu'on a fait, les étapes qu'on avait à franchir au moment de la création de notre ordre. Je pense que pour vous, c'est intéressant parce qu'on est, en fait, le dernier ordre en santé là, à avoir été reconnu par le gouvernement. Puis, ce que je veux vous dire d'entrée de jeu, c'est que je souscris tout à fait à la présentation de Raymond quand il vous parlait de l'importance de l'éthique, de tout ce qu'il y a aussi autour des enjeux à travers la mise en place d'un ordre professionnel. Puis je pense, un des messages à retenir, c'est l'importance, je dirais, de la prévention au sein même de notre ordre, dans le sens de promouvoir l'excellence, la formation. Et si on ça, ce sont d'excellentes assises. Et quand ça sont en place, à ce moment-là, bien, je veux dire, je pense on a quand même des choses à gérer au niveau de l'encadrement, de la discipline, de la pratique, parce qu'il y a toujours, peu importe la profession, à un moment donné, des gens qui vont commettre des imprudences ou des fautes de ce côté-là, mais je pense qu'on se donne des moyens d'en prévenir un bon nombre. Donc, voilà. Alors, au niveau de notre... excusez. Je vais essayer de coordonner là, la vue et... Bon, parfait. Alors, au niveau de notre profession à nous, en fait, je vais vous épargner toute la partie historique de la profession sage-femme comme telle. Là. Vous savez, pour en faire une petite synthèse rapide, que ici, en Amérique du Nord, les sages-femmes, ça a été éradiqué, ça ne s'est pas institué en système professionnel, contrairement à ce que pu être en Europe ou dans d'autres pays. Et tout ça, il y a un concours de circonstances par rapport, je dirais, ça touche beaucoup l'emprise ici, en fait, de la médecine sur le champ de l'obstétrique et ça touche aussi l'accès des femmes à la formation. Donc ça, c'est ce qui est expliqué en gros. Là, je fais ça de façon très, très grossière parce que quand je donne le cours sur l'historique de la pratique sage-femme, je veux dire, j'en ai pour 6 heures, là, fait que je ne peux pas vous dire ça en 3 minutes, là. Mais en fait, c'est que la pratique a été éradiquée. Ce qu'on a connu au Québec, il y a quand même eu, le Collège des médecins qui a émis des permis de sage-femme jusqu'en 1972. Il y avait même l'hôpital Saint-Sacrement qui donnait la formation des sages-femmes. Et une fois que c'était des infirmières d'ailleurs qui allaient faire une année de spécialisation, mais ce qu'elles avaient comme diplôme à ce moment-là leur permettait d'aller travailler dans des pays en voie de développement ou dans des régions éloignées au Québec où les médecins ne voulaient pas aller. Et donc, ça a été ça beaucoup. Et autour de notre profession aussi, vous êtes ici dans le contexte, vous avez sûrement vu quand même une évolution, je dirais, au niveau des mentalités. Mais si on retourne pas plus loin qu'à peu près 20 ans en arrière, il y a eu beaucoup de désinformation au sujet de notre profession. On associait les sages-femmes avec, excusez, ce matin, j'ai pas mis ma jupe fleurie, mon petit bandeau de cuir, là, mais à des granolas et aussi à des femmes qui n'avaient pas de formation et que accoucher avec une sage-femme, c'était retourner en arrière à l'époque d'Émilie Bordelot ou si vous suivez là, la série Blanche, ça peut vous donner un petit peu une idée. Alors, c'était vraiment une méconnaissance parce que les connaissances qui entourent la pratique sage-femme ont évolué du même ordre que la médecine a pu évoluer au fil des années. Alors voilà. Donc nous, si on arrive un petit peu plus vers au moment où est-ce qu'on a pu émerger, ressurgir comme profession au Québec, on parle de 3 phases principales qui sont de 75 à 90, donc l'émergence. Après ça, on a eu une période sur la loi des projets pilotes pour en arriver à la loi sur les sages-femmes. Quand on parle de l'émergence, je pense qu'en 1973, il s'est passé beaucoup de choses au Québec. M. Bourret parlait tantôt que 1973, c'est l'année là, où le Code des professions, système professionnel, a été mis en place. Bien, la même année, il y a eu une politique de périnatalité aussi qui a été adoptée par le gouvernement du Québec. Et dans cette politique-là, on parlait de l'humanisation des naissances et de l'importance. On nommait pas le mot sage-femme, mais on disait qu'il y aurait de la place pour une intervenante. En fait, nous, il y a eu beaucoup de
comment ne pas nommer un chat un chat? Donc, dans la politique de périnatalité, on parlait d'une intervenante qui pourrait peut-être contribuer à humaniser la naissance puis avoir une approche différente dans le domaine de l'obstétrique, de la maternité. En 1975 aussi, il y a l'Association des sages-femmes qui s'est créée puis qui a commencé à réclamer la légalisation. Et pour vous faire une histoire courte au niveau, parce que je pense que c'est important, parce que ce que je peux comprendre, vous vivez des choses à ce niveau-là, dites-vous que ça s'est passé partout. Nous aussi, on a eu 2 associations à un moment donné, ce qui nous a beaucoup nui d'ailleurs. Et tant qu'il n'y a pas eu les projets pilotes, au niveau idéologique, c'était impossible de réconcilier ces 2 associations-là parce que la mission était différente. Il y avait l'Association des sages-femmes qui militait pour la reconnaissance légale et on ne pratique pas tant qu'on n'est pas reconnu légalement et qui était, l'Association des sages-femmes diplômées. De l'autre côté, il y avait l'Alliance québécoise des sages-femmes praticiennes auquel adhéraient aussi certaines sages-femmes diplômées. Et nous, ce qu'on se disait, je vais dire nous parce que j'ai fait partie de ce groupe-là, nous, ce qu'on se disait, il y avait des demandes qui étaient là, donc on répondait à des demandes et on s'était organisé un système déjà un peu comme un fonctionnement d'un ordre professionnel où on essayait du mieux qu'on pouvait de gérer la pratique de nos membres à l'intérieur de ça, donc au niveau de la formation puis au niveau d'un encadrement professionnel. Et ça a été, après, au moment de la création des projets pilotes, quand il y a eu des premières sages-femmes reconnues aptes à pratiquer, où là, on a pu ne former qu'une seule association, ce qui a été beaucoup plus profitable pour notre développement et qui a été fait avec les sages-femmes qui avaient été reconnues aptes à pratiquer, qui pouvaient être originaires d'une ou l'autre association ou même n'avoir jamais appartenu à aucune de celles-là. Et un élément important vraiment dans la reconnaissance des sages-femmes, ça a été vraiment le poids de la population, la demande des femmes. Donc, il y a eu dans les années 70, à la fin des années 70, la création du groupe Naissance-Renaissance, qui est un organisme provincial. Qui a milité beaucoup pour les conditions entourant la naissance, l'humanisation dans les hôpitaux, des pratiques obstétricales en général, mais qui a milité pour la reconnaissance des sages-femmes. Puis il y a eu aussi des groupes comme le Conseil du statut de la femme, il y a la Coalition aussi pour la pratique sage-femme qui a regroupé autant des organisations d'autres groupes communautaires, sociaux ou professionnels qui ont vraiment apporté appui dans le dossier pour faire un contrepoids à ce que vous savez qu'on a dû. Nous, on s'installait, notre champ de pratique, dans le fond, touchait la médecine, donc on a eu beaucoup à travailler pour faire reconnaître notre profession, à équilibrer les forces, je dirais, à ce niveau-là, et on n'était pas très pesante dans la balance, donc ça a été la population qui faisait le poids pour équilibrer la balance, en fait. Et en 1980, il y a eu les colloques accoucher ou se faire accoucher aussi, qui ont organisés par l'Association de santé publique, qui ont vraiment vraiment poussé là, pour le développement des sages-femmes. Si on arrive de 83 à 86, là, à ce moment-là, il y a au niveau du ministère de la Santé, il y a eu des comités ministériels. En fait, le gouvernement a mis en place des comités ministériels, tant du côté de l'éducation que de la santé, pour voir si on légalisait éventuellement la profession de sage-femme, ça serait quoi le champ de pratique? Comment cette professionnelle-là pourrait s'intégrer au système professionnel ici au Québec? Et l'Office des professions, je reviendrai tantôt, a émis aussi des avis concernant la légalisation de la pratique. En 89, la ministre Lavoie-Roux était à ce moment-là ministre de la Santé. Elle a déposé un premier projet de loi et c'était un projet de loi qui visait vraiment la légalisation. Par contre, quelques mois après, il y avait des élections au Québec, donc changement de gouvernement. Et la loi que Marc-Yvan Côté a déposée par la suite a été une loi d'expérimentation en projet pilote. Donc, on n'a pas eu la légalisation comme ça s'est passé directement en Ontario. L'Ontario a été légalisé en 92, ce qui leur a permis, eux autres, de se développer et de mettre des choses en place beaucoup plus rapidement que nous autres. Ils ont plus de 500 membres à l'heure actuelle, alors que nous autres, on en a 148. Les projets pilotes, ça a vraiment été une étape qui nous a apporté des choses, mais qui a été difficile parce que ça a été comme un 10 ans où il n'y a pas eu de nouvelle formation. On est parti avec un certain nombre d'effectifs, puis pendant 10 ans, on n'a pas pu se développer à ce niveau-là. Fait que ça a été vraiment... On en paye encore les coûts à l'heure actuelle. De 90 à 99, donc, l'expérimentation en projet pilote, pour arriver en 99 à la loi sur les sages-femmes.
Si vous parle un petit peu plus des rapports de l'Office des professions. Donc, en 87, le premier avis déjà disait, quand il regardait un peu ce que M. Bourret vous montrait tout à l'heure, quand on voit les articles 25 et 26 du Code des professions qui déterminent au fond quel type de profession peut être reconnu comme un ordre, bien, on répondait déjà à ça en termes soit de profession qui méritait d'être à exercice, bien, mérité, qui répondait aux critères d'une profession à exercice exclusif et de l'autre côté, tout ce qui était là, le préjudice, le type d'acte et l'environnement aussi, les préjudices au public. Je veux dire, de par la nature même de nos activités, on répondait déjà à ça. Et à ce moment-là, bien, il y avait 80 sages-femmes et ce que l'Office des professions disait, mais ils n'ont jamais été évalués. Donc ça, c'est quelque chose qui les questionnait par rapport à une légalisation éventuelle. En fait, les 4 grandes questions qu'il y avait, c'était bien, ce serait quoi le champ de pratique? Quelle formation serait nécessaire? Elles pratiqueraient où, ces sages-femmes-là? Puis, ce serait quoi les liens de collaboration entre les sages-femmes et les autres intervenants? Ça questionnait beaucoup, et pas juste questionner, ça semait des embûches, et il y avait beaucoup de lobby à ce niveau-là. Donc, la conclusion de l'Office des professions, c'est assez spécial. Je relisais ça dans les jours derniers, mais je me disais, ça se peut-tu qu'il disait quelque chose comme ça? Laissons-les évoluer légalement, mais en dehors du Code des professions, qui puissent avoir, qui soient contrôlés par l'État, puis là, peut-être qu'on pourrait avoir des projets pilotes. Fait que c'est d'où l'idée des projets pilotes. De 90 à 99, donc, quand il y a eu la loi sur les projets pilotes, le but de la loi, c'était d'expérimenter la pratique sage-femme, de voir si on apportait quelque chose en termes d'humanisation à la naissance, si nos données au niveau mortalité-morbidité étaient bonnes, si on jouait un rôle, par exemple, dans la naissance, par rapport aux naissances de bébés de petit poids, de bébés prématurés. En fait, il y avait toute une liste de critères auxquels on devait évaluer la pratique, même si ça avait été documenté dans le monde, bien, on devait prouver au Québec que la pratique sage-femme avait sa raison d'être. Et il y a eu 8 projets pilotes. Et juste une petite parenthèse pour vous dire que quand on pratiquait dans un cadre qui était, bon, à l'égal, si on veut, là, en fait, le Collège des médecins aurait pu faire des poursuites envers des sages-femmes pour pratique illégale de la médecine, mais il ne l'a pas vraiment fait. Il agissait d'une autre façon. À ce moment-là, ben, je veux dire, quand on a eu les projets pilotes, on s'est retrouvé à avoir encore plus de pression sur notre pratique puis moins de collaboration qu'on avait dans un cadre légal parce que la loi sur les projets pilotes, c'était de prouver que ça ne devait pas marcher ou que ça devait marcher. Fait que ça faisait une pression supplémentaire sur nous puis sur la population qui recourait à nos services aussi. Donc, dans la loi sur les projets pilotes, il y a eu 2 comités. Le conseil d'évaluation qui, lui, encadrait tout le développement là, des projets pilotes. Et pourquoi on a eu des maisons de naissance au Québec? C'est parce qu'il n'y a eu aucun projet qui a pu permettre une pratique sage-femme suffisamment autonome pour qu'on puisse évaluer les sages-femmes, la pratique des sages-femmes. Donc, tous les projets ont été en maison de naissance. Puis ça, bien, peut-être, c'est même quelque chose, un phénomène qu'on n'avait pas prévu, nous. Je veux dire, et bon, c'est peut-être finalement un plus pour un autre lieu de naissance qu'on n'aurait pas eu s'il n'y avait pas ça. Il y a eu quand même des avantages. Et là, à l'heure actuelle, juste pour vous situer, une femme qui est suivie par une sage-femme peut choisir d'accoucher à domicile, peut choisir d'accoucher dans une maison de naissance et peut choisir aussi d'accoucher dans un hôpital avec une sage-femme. Je reviens à mon fameux comité d'admission. Donc, lui, il était formé avec 3 sages-femmes d'origine. Il y avait une sage-femme d'origine étrangère